Il y a des jours où créer c'est facile, où les idées viennent, où les mains suivent. Et puis il y a les autres jours, avec les doutes, les blocages, la petite voix qui nous dit à quoi bon. Dans Eh ben c'est bien, j'ai eu envie de tendre le micro à celles et ceux qui font, qui créent, qui bricolent, qui tissent ou imaginent, des artistes ou des artisanes, pros ou amateurs, pour qui la créativité est une nécessité, un espace d'expression, un refuge ou un engagement. Eh ben c'est bien, c'est cette expression qu'on a tous et toutes entendue un jour, quand on tente d'expliquer ce que l'on fait et pourquoi on le fait, et qu'on nous répond cette phrase, avec un sourire poli, comme pour clore la conversation. Ici, on rouvre cette discussion, on prend le temps, on est curieux. Je suis Lorna et je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je reçois Jérémy Dunn qui a créé le label Nuance Records ainsi que le studio et café disquaire Nuance à Toulouse. Je suis très heureuse de le recevoir aujourd'hui parce que j'adore ce lieu. C'est un lieu où tout n'est que création, bienveillance et joie. Très sincèrement, c'est un lieu vraiment magique et je voulais vraiment l'interroger sur ce qu'il avait mené à créer déjà le studio et le label, mais aussi comment la créativité peut avoir une place importante dans le métier de technicien son. Donc merci Jérémy d'avoir accepté de répondre à ma question. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots ton parcours ? Oh waouh, mon parcours, en quelques mots, en gros, j'ai toujours été dans une famille de musiciens, donc j'ai joué de la musique, ensuite je me suis orienté vers l'enregistrement, en quelques mots, j'essaie de faire court. J'ai essayé de le faire d'une façon scolaire, ça n'a pas fonctionné comme je le voulais, donc je suis sorti de ce circuit-là. J'ai très vite trouvé du boulot, mais en technicien plateau, en ingé son en studio. J'ai été formé sur le tas, comme disent les anciens. Et ensuite, j'ai monté plusieurs projets musicaux, audiovisuels, à travers une série documentaire. Je faisais de la prestation à côté, des sessions studio quand on m'appelait à droite à gauche. Et j'ai écrit un projet de monter un lieu qui rassemblerait musique enregistrée, donc studio, boutique avec un disquaire, un endroit de passage qui serve du café, faire un truc un peu comme ça, donc que j'ai monté. Voilà, pour essayer de le faire en peu de mots. Ok. Tu me dis si je me trompe, mais il me semble que tu avais un projet itinérant avant de monter Nuance. Oui, c'est vrai, ouais. Et je voulais savoir si tu voulais bien nous en dire plus. Ouais, donc quand j'ai monté Nuance, qui est donc ce studio dans lequel on est, j'ai monté en fait ça de façon itinérante où j'avais un setup de studio d'enregistrement vraiment dans des racks que je pouvais transporter avec moi. Et j'avais pris une petite mini camionnette et je me déplaçais chez les artistes, ou alors ça m'arrivait de louer des Airbnb et d'installer le studio dans une maison une semaine ou quelques jours et de faire un disque là-dedans. Et la philosophie de ce projet-là, c'était de se dire, on va travailler avec l'acoustique du lieu, c'est-à-dire utiliser les reverbs naturels des pièces, etc. J'ai fait quelques projets, je ne peux pas dire que j'en ai fait très longtemps. J'ai vite trouvé des limites à ça. Il y a aussi eu quelque chose qui s'appelle le Covid qui est passé par là. Donc il y a eu des choses qui m'ont poussé à essayer de voir les choses différemment. Mais vraiment, même sur le plan technique et dans la façon de travailler, je pense que c'est quelque chose auquel je reviens souvent de temps en temps, mais que je n'aurais pas aimé que ça soit mon outil de travail, enfin ma façon de travailler du quotidien, quoi. Ok, mais du coup, est-ce que ça se faisait comme des résidences ? Ouais, on peut dire ça. Okay. C'était de l'enregistrement résidentiel, en effet. On passait 5 jours, une semaine, 10 jours dans une maison. Voilà. Putain, mais c'est trop bien. C'était très fun, ouais. Ouais. C'était très, très fun. Ok. Et ça avait un nom, c'était Nuance aussi ? C'était Nuance. En fait, j'ai monté la structure, je l'ai appelée comme ça. À vrai dire, même, j'avais monté une association auparavant qui portait à peu près le même nom, qui commençait par Nuance. Ok. Et ensuite, j'ai développé cette deuxième structure vraiment qui se dirigeait vraiment vers l'enregistrement, le côté label, la production, etc., quoi. Ok. Donc ça s'appelait déjà comme ça.
Et tu parlais de production audiovisuelle aussi? Ouais, j'avais écrit en gros une petite série de documentaires musicaux. Le but, c'était de faire en 2 jours une compo je veux dire que des musiciens fassent une compo en 2 jours. Et ensuite, en 2 jours, on allait en studio pour faire l'enregistrement et la production de ce titre-là. Et le but, c'était de faire un documentaire qui retrace les étapes de création. Et donc ça, c'était cool. La contrainte que je donnais aux musiciens, c'était vous pouvez avoir préparé autant de choses que vous le voulez avant, mais vous ne pouvez pas les avoir échangées entre vous avant. Donc en fait, le but, c'est qu'ils créent, qu'on ait un peu cette première étincelle de quand l'un des musiciens ou musiciennes disent quelque chose, la réaction de l'autre et tout le processus créatif qui en découle. C'était toi qui filmais, qui faisais Non, tout ou... je suis incapable de bien me débrouiller avec une caméra. Par contre, je faisais le découpage technique. En fait, j'écrivais le scénario. Le documentaire, j'ai appris que c'était vraiment... c'est pas quelqu'un qui se balade avec une caméra qui fait un truc par hasard. C'est hyper écrit. Et du coup, j'écrivais en fait ce que j'avais envie de faire comme film. Je faisais un découpage technique et ensuite, je me disais, bon, la journée devrait se passer à peu près comme ci, comme ça. Et il y avait plein de choses qui s'inversaient ou qui avaient lieu auxquelles je n'avais pas pensé. Et tu retravailles un peu ton écriture au fil des jours de tournage. Mais quand tu arrives au montage, tu sais exactement où tu vas. Et voilà. On peut les retrouver quelque part, ces documentaires, Ouais, ou il y pas? a une chaîne YouTube. C'est vrai? Ouais. Trop bien! Ouais. Il y en a combien d'épisodes? Je crois que j'en ai fait 3. Ok. Et tu t'es arrêté pour les mêmes raisons que tu as arrêté le projet itinérant? Oui, enfin en fait, non, pas exactement. Je me suis arrêté. Ce projet-là, en fait, on avait commencé à parler avec une boîte de production qui se trouve à Paris, qui nous avait, qui m'avait proposé de voir avec certaines chaînes de télé. Et en fait, ça a aussi été l'époque du Covid, pas très loin après. Et il se trouvait que juste avant d'avoir ces propositions de télé, j'avais commencé à faire des séances d'enregistrement live avec du public et des casques et tout ça, et qui était aussi un projet audiovisuel, et qui, lui, a beaucoup plus marché très vite. Ok. Donc j'ai eu des offres de partenariat, des festivals qui m'ont invité, des choses comme ça, pour présenter ce projet-là, ou pour le faire même carrément, c'est-à-dire ils me donnaient une pièce, ils me disaient on aimerait bien que vous fassiez ce concept avec des artistes de notre festival. Et du coup, je me suis vachement concentré là-dessus pour des raisons un peu économiques déjà, et parce que la boîte de production télévisuelle qui nous avait fait une proposition s'était un peu retrouvée dans un ventre mou de là, il va se passer quelque chose, on ne sait pas du tout si on va pouvoir continuer la production ou quoi que ce soit. Donc j'ai fait 3 épisodes pilotes que j'ai autoproduits, autofinancés. Enfin, il y avait du financement participatif aussi, mais qui était de l'autoproduction, quoi. Et après ça, je me suis dit, bon, j'avais ce projet de studio qui commençait à tourner dans ma tête depuis un moment. Il y avait le Covid, ça donnait beaucoup de temps pour réfléchir. Du coup, je me suis dit, je vais l'écrire, ce projet, on verra après. Tu es arrivé quand même à continuer certains trucs pendant le Covid, par exemple d'accompagner certains artistes qui enregistraient peut-être chez eux, mais peut-être à distance? Ouais, enfin, je l'ai fait chez moi. En fait, le Covid est arrivé à un moment, moi j'étais en train de finir un EP avec un artiste qui s'appelait Renard, qui à présent a changé de nom, s'appelle Dibra, mais on faisait son premier EP. Et en fait, on avait fait des prises dans une maison, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, où on avait chopé une maison en location pour monter un studio dedans. Et pour faire les prises voix, on le faisait chez moi, et c'est là que le Covid avait frappé. Et donc j'ai continué à faire de l'enregistrement pour des projets comme le sien ou comme pour d'autres, mais chez moi. Et je me souviens que c'était assez drôle parce que les voisins étaient flippés. Il y avait, les voisins entendaient aussi la musique, du coup, les prises chant, et les gens restaient chez eux, et on devenait parfois un peu fou. Il y avait une voisine qui toquait au mur et qui venait me voir, qui ne voulait pas venir parce qu'elle avait peur du Covid. Donc j'allais à sa porte lui demander qu'est-ce qui se passe. Elle m'expliquait que c'était le fait qu'il y ait quelqu'un en train de chanter à côté. Je disais ok, est-ce qu'il y a des horaires dans la journée sur lesquels on pourrait travailler? Et ouais, c'était hyper difficile de trouver un terrain d'entente parce que tout le monde est chez soi 24 heures sur 24. Bien sûr. Et pour peu que, s'ils ont peur avec des microbes et tout, s'ils savent que tu fais venir des gens. Exactement, c'est exactement les potentiellement, problèmes ils auraient que ça pu a te soulevé. dénoncer, tu sais. Ouais. Mais parce qu'il y en a eu. Après, on n'a pas eu de problème de ce genre-là. On nous a dit, mais oui, vous faites venir des gens dans l'immeuble. Et je disais, oui. Oui. Oui, on essaie de continuer à créer des choses, à se rencontrer, à faire de la musique.
Donc, on l'a fait. On a trouvé un terrain d'entente, des horaires sur lesquels elle, ça la dérangeait pas et son compagnon non plus, des choses comme ça. Mais ça n'a pas duré très longtemps parce que même si le Covid a été quelque chose de long, je pense que les confinements n'ont pas du tout eu les mêmes règles Ouais. d'une fois sur l'autre. Oui. Du coup, on a pu assez vite trouver un peu plus de liberté. Mais d'ailleurs, je me souviens je dis on a trouvé un terrain d'entente, mais ce que j'ai fait, c'est j'ai contacté un bar que je connaissais qui était vide à cause du Covid. Et oui. Je leur ai dit, je suis en train de faire des prises chant et mes voisins supportent plus. Et du coup, ils m'ont donné les clés du bar. J'ai installé mon studio dans un bar et je suis allé pendant 2 jours faire des prises voix dans un bar vide. Ah, mais c'est incroyable. Ouais, Mais c'est fou. C'était drôle. Je viens de m'en souvenir en parlant là. Mais c'est On a trop fait bien. ça pendant 2 jours. Ouais. Ok, et t'as pas réitéré l'expérience du bar vide? Non, c'est vrai qu'on n'a pas refait ça. C'est trop bien. Après. Putain, la solidarité quand même. Tu te doutes pas en plus parce que... Je connaissais les gens qui avaient ce bar. Ok. Je les connaissais, j'avais fait plein de projets associatifs avec eux pendant quelques années auparavant. Donc je les ai appelés, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas eu, et je les ai appelés en mode là, est-ce que vous pourriez m'aider à faire ça? Ils m'ont dit prends le bar, tiens, on te laisse la clé. Ok. Et puis je m'étais fait ces autorisations à l'époque. Ouais, les petits papiers. Mais du coup, est-ce qu'ils sont venus pour l'occasion ou Non, absolument pas. Non, ok, vraiment, ils nous ont fait vraiment confiance, seul, ils nous quoi. ont laissé le bar. Ouais, non, mais tu vois, quitte à sortir de chez soi, autant que ce soit pour justement un truc d'enregistrement un peu sympa. Ouais. Putain, c'est trop stylé. Ouais, c'était drôle. Oui, tu disais que tu venais d'une famille de musiciens, donc tu sais jouer des instruments. Ouais, un petit peu. Est-ce que c'est nécessaire de savoir jouer des instruments pour faire ton métier? Non. C'est Ok. nécessaire pour le faire de la façon dont moi je le fais. Ok. Mais c'est pas nécessaire. Je connais d'autres techniciens son, ingénieurs qui ne sont pas musiciens et qui font aussi du très bon travail. Ok. Ça dépend, je pense, de quelle position on veut avoir avec les musiciens et de quelle façon on veut pouvoir dialoguer avec eux. Ok. Pour moi, c'est utile, mais en même temps, je suis pas du tout. Les musiciens avec lesquels je travaille sont bien meilleurs musiciens que moi je ne le suis, quoi. Généralement, moi, ça me permet plus d'avoir une idée de comment fonctionne chaque instrument, les instruments dont je suis capable de jouer. Déjà, je sais comment ils fonctionnent, donc je peux donner des conseils sur peut-être, pas des conseils, mais une approche différente parce que je sais que c'est possible. Il y a aussi le fait de savoir, ok, l'instrument, par exemple, je sais pas, une guitare, un clavier, dire, en fait, c'est peut-être pas, quand on enregistre, c'est peut-être pas ce que tu es en train de faire le problème. C'est peut-être très bien, mais c'est peut-être pas la bonne guitare, ou c'est peut-être pas le bon micro, c'est peut-être pas le bon médiator. Et du coup, ça, c'est parce qu'on est capable de jouer de cet instrument-là, qu'on connaît les ressentis et pourquoi quelque chose ne fonctionne pas comme on pense que ça pourrait fonctionner, quoi. Ok, et comment par exemple pour les micros, pour tout ça, comment t'as appris à savoir quel est le bon micro à conseiller à l'artiste qui est en face de toi, quelle est la bonne guitare? Parce que, en essayant, en expérimentant. Ok. Mais c'est quelque chose qui est toujours en construction. Je veux dire, il y a plein de fois où je pense avoir conseillé quelque chose qui va aller dans le bon sens et je me rends compte que non. Donc il faut avoir d'autres propositions, il faut être un petit peu vif sur le moment. Il faut aussi reconnaître, par exemple, son tort si le conseil que nous on donne n'est pas le bon. Faut rebondir avec ça, quoi. Et pas du tout se dire que la personne en face de nous est lui en train de mal jouer ou quoi, mais juste se dire en fait, attends, si ça c'était à tel endroit. Mais c'est la même chose pour les batteries, pour les claviers. Ouais. Si tel batteur, on a tel problème, peut-être qu'on n'a pas la bonne caisse claire, peut-être que c'est pas accordé de la bonne façon, peut-être que la batterie est réglée trop haute, peut-être que plein de choses. Et pareil pour les pianos, le côté de la prise de son et tout ça, c'est le fait de multiplier les expériences et les projets qui permettent d'avoir un peu de recul, quoi. Ok, et t'as assez de matos, t'as plein de guitares dans le studio, mais par exemple, t'as qu'une seule batterie ici, c'est pas... Non, j'en ai 3. T'en as 3 ? Ouais, c'est juste que les autres sont rangés. Ah ouais ? Mais j'en ai 3, ouais. Ah, mais moi je pensais que t'en avais qu'une, et du coup j'allais te demander comment tu remplaces. Non, ouais. Ouais. T'as d'autres instruments que j'ai pas vus, du coup Non, j'ai aucun cuivre. J'ai un violon chez moi, mais je l'ai jamais utilisé. C'est un vieil objet de famille. C'est un violon d'école, à vrai dire, qui est pas incroyable, mais qui est un vieux violon et qui était à mon grand-père. Enfin bref, donc le genre d'instrument, oui, que tu n'as peut-être pas vu dans le studio, parce qu'il n'est pas dans le studio, à vrai dire.
Oui, j'ai des ukulélés, des basses, Les claviers? claviers, j'en ai pas beaucoup. Je suis pas très riche en synthé, je trouve. Ah ouais? C'est quelque chose que auquel j'essaie de remédier. Et souvent, d'ailleurs, c'est le premier truc que je dis aux artistes. Si vous avez, déjà parce qu'ils ont l'habitude de manipuler leurs instruments. Donc je leur dis, amenez vos synthés, et comme ça, on peut multiplier les possibles un peu. Mmh. Mais ouais, je déborde pas de synthé. Par contre, j'ai quelques pédales d'effet, de guitare. Ici, on travaille à plusieurs musiciens, musiciennes, c'est-à-dire qu'il y a des résidents aussi. Oui. Et donc, on a un fonctionnement qui fait que beaucoup de gens laissent leur matériel ici, ils l'embarquent en tournée quand ils partent en tournée, mais ils le laissent entre les répétitions. Mmh. Et donc, des fois, il y a des projets qui se présentent. Ça m'arrive de passer un coup de fil à l'un des groupes résidents et de dire il y a tel projet que je vais faire tel jour et il se pourrait que j'ai besoin de tel instrument. Est-ce que tu serais d'accord que je l'utilise, de Ouais, me le prêter? Donc, ça, c'est hyper confortable parce que ça nous permet de mutualiser. clairement. Et donc, de la même façon, eux, des fois, m'appellent en me disant ah, là, on a tel répète ou tel projet, on pourrait emprunter ci ou ça. Et souvent, on se dit oui, quoi. OK. Est-ce que tu peux réexpliquer le principe de la résidence du coup à Nuance? Comment ça se passe? Ouais. Donc en fait, le studio ici est divisé en deux pièces. Ouais. Une un peu plus grande qui est une cabine Mmh. qui sert de live room pour les enregistrements, de cabine de prise de voix et de répétition. Mmh. Et une autre qui est une régie. Et en fait, les deux sont vraiment séparés. Il y a des clés sur chaque porte voilà, on peut accéder à une pièce et non pas à l'autre. Et du coup, j'ai mis en place un système de résidents parce que pendant les 2 premières années, j'accueillais des répètes, mais ça m'obligeait à avoir un temps de présence et sur des tranches horaires des fois énormes, parce que moi je venais travailler dans le studio le matin et je restais tard pour les répétitions. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que notre cœur finalement d'activité se rassemblait sur quand même quelques groupes. Mmh. Et je me suis dit, je pense que j'ai pas vraiment besoin d'avoir beaucoup de groupes qui viennent. Et c'est surtout peut-être pas nécessaire dans le sens où il y a beaucoup de groupes qui ont déjà leurs habitudes ailleurs. Et Mmh. je me suis dit, je préfère en fait avoir quelques groupes qui viennent travailler ici régulièrement et vraiment les accompagner un peu Ouais. plus. Donc en fait, j'ai ouvert ce programme de résidence où les groupes payent un forfait par mois OK. et ils ont une dizaine d'heures devant eux et ils les placent comme ils veulent sur un agenda qu'on partage tous et tous ensemble. Mmh. Et donc, en fait, chaque groupe vient répéter et peut laisser son matériel. Et ils peuvent venir à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, récupérer le matériel pour une tournée, une date, un truc comme ça. OK. Donc voilà. Après, on est vigilant, on répertorie le matériel de chaque musicien pour pas mélanger. Tout est un peu catégorisé. Et du coup, voilà. Donc OK. les résidences, ça permet en fait de donner un outil de travail, enfin de donner, non, de permettre d'accéder à un outil de travail et d'offrir de bonnes conditions de travail Mmh. et surtout qu'ils puissent, d'une répète sur l'autre, retrouver le lieu dans les mêmes conditions. Et en gros, moi, mon rôle, c'est d'être un peu tenancier là-dedans, c'est-à-dire je fais la maintenance des équipements, je répare. Quand je ne peux pas réparer moi, je vais voir un électronicien. Je m'occupe de nettoyer le studio, de tout mettre en place pour que ce soit confortable pour eux. Et après, à côté de ça, je m'occupe de toute la partie enregistrement, mixage du studio d'enregistrement, quoi. OK. Ça fait beaucoup de choses. Ouais. Est-ce que tu peux juste expliquer en quoi consiste exactement ton métier de technicien ingé son? Alors, quand j'enregistre, je vais, vraiment comme son nom l'indique, je vais enregistrer. Ouais. Donc, il y a pas de question de nettoyage, mais quand j'enregistre, je vais, placer les micros, déterminer, l'accordage des instruments, leur position, plein de choses comme ça. OK. Et ensuite, généralement, moi, quand j'enregistre, je vais faire, ce qu'on appelle un peu de la réalisation. C'est-à-dire que je vais proposer des idées qui vont compléter la proposition de composition des musiciens. Ça, généralement, je le demande au début, c'est est-ce que vous venez ici avec une idée en tête et on fait que ça, ou est-ce que vous venez en espérant avoir une interaction créative avec moi ou uniquement technique. Donc ça, je le demande et puis les deux réponses sont possibles. Donc voilà, parfois je fais de la proposition, donc ça va être, je sais pas si on parle de prise de voix, on va déterminer ensemble le choix du micro, on va faire des tests sur plusieurs micros, un chaînage de son. Généralement, quand les gens arrivent, j'ai une petite idée en tête, je le propose et ça c'est l'étape la plus rapide.
Et ensuite, la notion justement enfin pas d'arrangement, mais de réalisation, de production, ça va être est-ce que telle voix on la double? Est-ce qu'on met un chœur? Est-ce qu'ils ont déjà écrit un chœur? Ok, très bien, on le fait. Est-ce que ça marche? Oui, on garde. Est-ce que ça marche pas? Ah, est-ce qu'on pense à autre chose? Et du coup, ça va être tout ce processus-là que je fais quand j'enregistre. Quand je mixe, je vais récupérer ce travail que j'ai fait. Enfin, en gros, je vais repartir de ça Mm. et je vais aller retravailler un équilibre fréquentiel, dynamique, panoramique si besoin. Voilà. Ça peut être drastique comme ça Mm. peut être relativement simple. Généralement, quand c'est moi qui ai fait les prises de son, je fais beaucoup de traitements à la prise. Ok. Donc quand on sort de l'enregistrement, on a déjà quelque chose d'assez processé. On a une idée de ce que ça va rendre déjà au mixage. Ok. Par contre, ça m'arrive de mixer des choses qui n'ont pas été enregistrées ici. Et Ok. c'est là qu'on peut parler de nettoyage et de choses comme ça. Parce que l'endroit où a été fait les prises de son est peut-être pas optimal, ou que tout n'a pas été peut-être bien préparé. Mm. Il peut y avoir des bruits de fond, enfin il peut y avoir plein de choses comme ça, quoi. Ok. Alors du coup, tu parlais de liberté créative, que tu demandes aux artistes de t'accompagner, mais en fait justement, est-ce que tu vas écouter une maquette qu'ils vont t'envoyer avant de venir enregistrer, qui va te donner des idées que tu vas leur proposer, ou tu as déjà juste écouté ce qu'ils ont fait avant? Comment ça se passe, toi, ta créativité dans ton travail? Comment tu proposes les choses? Grâce à quoi, en fait, tu vas avoir ces idées-là? Ouais. Alors généralement, je demande à ce qu'ils m'envoient une maquette, s'ils en ont une, ou même un enregistrement d'une répète. Ok. Je leur dis, même si c'est fait avec votre téléphone au milieu de la pièce, ça me va. C'est juste pour avoir une idée du niveau de jeu, du style musical, de ce qui se passe, de qui fait quoi. Hmm. Et moi, ça me permet de me projeter un petit peu, de me dire, ah ok, déjà, est-ce que c'est une musique que j'ai l'habitude d'enregistrer, de produire? Oui, bon, j'ai des idées qui vont me venir. Ou alors je vais me dire, purée, mais tout est là, il n'y a plus qu'à juste positionner les micros, faire les choses dans l'ordre et ça va super bien marcher. Et parfois de me dire, ah ok, c'est quelque chose que je connais pas très bien. Et du coup, je vais leur demander aussi une série d'influences. Je vais Hmm. leur dire, en fait, c'est quoi vos influences et tout ça. Et après, on va commencer à échanger un petit peu par mail, où je vais leur dire, ok, moi, ça me rappelle aussi un peu ça. Est-ce que c'est une direction qui vous plairait? Et du coup, je leur demande de venir en studio ensuite. Et donc, quand j'ai pu avoir des maquettes ou des extraits de répétition, je vais leur reparler de tout ça, leur dire, moi, ça m'inspire ce genre de choses. Ça vous va si on procède de telle manière? Hmm. Et du coup, c'est un échange Ok. Donc c'est plus un travail d'équipe. un petit peu, ouais. Ok. Tu disais qu'il y avait pas mal d'ingé sons qui savaient pas forcément jouer des instruments et tout ça. Est-ce que du coup, tu penses que c'est différent la façon dont tu bosses parce que tu proposes justement des choses beaucoup moins techniques et plus dans la créativité, ou pas du tout, ou c'est tous les ingé sons qui font ça et c'est un fonctionnement qui est tout à fait normal? Il y a beaucoup d'ingé sons qui le font. En fait, il y a aussi à l'inverse beaucoup de réalisateurs qui ont des connaissances, des capacités techniques qui font qu'on travaille un peu plus comme ça. Ok. Pour autant, je ne me considère pas du tout réalisateur, enfin, ou en tout cas très peu, parce que j'ai pas un bagage musical, je trouve, assez grand pour parler de ça. Ok. Enfin voilà. En tout cas, je pense qu'il y a plein de techniciens, en effet, qui n'ont pas forcément du tout un positionnement artistique sur la Hmm. chose. Ils vont parler peut-être plus de performance, de choses comme ça, Ouais. mais pas plus. Et qui s'entourent de réalisateurs, justement, de gens. Et en fait, c'est là où c'est un fonctionnement qui est un peu plus qui date d'une époque où il y avait des techniciens d'un Ouais. côté et des réalisateurs et des musiciens de l'autre. Où, disons que là, on est dans une ère où les deux commencent un peu à se confondre. Ok. Mais ça n'empêche pas du tout de travailler bien. C'est peut-être que quand on est vraiment technicien pur et dur, on doit peut-être s'entourer de 2-3 personnes ou une ou deux personnes Ouais. qui vont avoir un rôle un peu plus de réalisation. Ou alors, des fois, il y a des groupes qui, au sein au sein du même groupe, il peut y avoir quelqu'un qui va prendre le pas de la réalisation et qui va avoir une vision un peu d'ensemble. Parce que Ouais. c'est aussi ça, le côté réalisation, c'est avoir une vision d'ensemble
d'emboîtement des instruments les uns avec les autres et de questions-réponses un peu. Un peu comme un chef d'orchestre. Un petit peu. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi comment ça fonctionne en live? Parce que j'imagine que c'est quand même assez Ouais, c'est différent. complètement... Et est-ce que tu peux proposer aussi ce genre de choses en live ou en live c'est beaucoup plus technique et il faut que ce soit carré, Ouais, quoi? non. En live, tout est très spontané. En fait, le live se prépare. Mais une fois qu'on est dedans, on a très peu de temps de balance. Enfin, très peu. On a juste ce qu'il nous faut. Le but du live, c'est d'être efficace. Il y a des gens avant nous, il y a des gens après nous, il y a des artistes et des techniciens avant-après. Il faut arriver prêt, il faut que ça fonctionne assez vite. Et s'il y a un problème, il faut pouvoir les résoudre assez rapidement. Donc on n'est pas du tout, il n'y a absolument pas de travail créatif. Toute la créa se fait en amont. Il y a des résidences pour préparer les lives, il y a des répétitions, mais on n'est pas du tout dans un process de création. Ok, donc comment tu fais si par exemple il y a une impro en live? Ah bah moi ça m'est déjà arrivé d'avoir un problème technique, une panne, un oubli. Soit les gens qui sont sur scène ont une réaction en fonction. S'ils ne comprennent pas, il faut moi que je corrige mon erreur très rapidement. Ouais. Ou au contraire, s'il y a une erreur sur le plateau, il faut que moi je réagisse vite. Ça peut être... par exemple, j'ai fait un concert ce week-end où il y a eu un ordi sur scène de musiciens qui est tombé, qui s'est éteint, qui est tombé en panne, je veux dire, parce qu'il faisait trop froid. On jouait en extérieur, il faisait -2. Ah oui, Et, d'accord. et du coup, l'ordi et la carte son ont frisé. Et du coup, les musiciens ont super bien réagi. Ils Ok. ont fait une impro, il y avait guitare et piano, ils ont fait une outro en faisant une espèce d'acapella de leurs instruments, entre guillemets, pour finir dans un espèce de fade-out. C'était franchement super. Et après, il faut réagir, il faut muter l'ordi, communiquer avec eux dans les retours, leur dire qu'est-ce que moi de mon côté il se passe, que eux éteignent l'ordi, le rallument, mais que ce soit le plus invisible possible Ouais. et le plus rapide pour le public. Donc du coup ils t'entendent. Ouais, je peux communiquer avec eux. Il y a voilà, en Ok. live, on a des outils techniques. On va pouvoir communiquer à travers des oreillettes ou des retours, plein de choses comme ça. Ok. Et est-ce que tu as une préférence entre le live et le studio ou pour toi c'est très C'est complémentaire? très complémentaire et j'aime beaucoup aller en live sur des choses que j'ai fait en studio. Ok. Et c'est un truc que j'ai mis du temps à réussir à faire d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'on m'appelait soit pour l'un, soit pour l'autre. Mais généralement, les projets que j'accompagnais en studio n'avaient pas assez de... Parce qu'en fait, pour avoir ton technicien qui t'accompagne, il faut quand même être à un niveau de développement où tu peux... ça signifie qu'il faut salarier une personne en plus sur la date, par exemple. Donc il a fallu du temps avant que les projets se développent pour qu'on en arrive là. Mais ouais, c'est hyper satisfaisant. Ok, ouais, parce que c'est un peu l'aboutissement Ouais, de tout le travail, du coup. ouais, un petit peu. Ok. Puis moi, j'aime vraiment beaucoup J'ai commencé en faisant du live, hein. Le studio, c'est arrivé après parce que D'accord. la première personne qui m'avait embauché était propriétaire d'un studio, Mhm. enfin gérant d'un studio. Et du coup, il m'a formé dans son studio et je me suis dit, ah oui, en effet, c'est cool. Mais j'aime beaucoup y retourner pour cette raison-là. Je parle pas mal avec des artistes qui créent vraiment de rien. Donc, Ouais. ils ont souvent ce truc-là de « Ah, je sais pas quoi faire ». Est-ce que ça t'arrive aussi quand t'arrives devant une maquette ou devant un enregistrement et en fait, t'as ce truc de la page blanche où t'es là genre « Ah là, j'ai pas Ouais. d'idée qui me vient ». En vrai, ouais, enfin, peur de la page blanche, enfin, peur de pas du tout répondre aux attentes, ouais. Ok. Ça m'est déjà arrivé. Même, je pense qu'il y a des projets que j'ai, entre guillemets, commencés qui ne sont jamais allés au bout parce que j'étais pas du tout la bonne personne pour travailler dessus. Parce que j'étais pas inspiré par ça, ou Ok. parce que j'étais pas, justement, j'avais pas la musicalité attendue pour ce type de musique-là, ou des choses comme ça. Ça, c'est arrivé plein de Ok. fois. Qu'est-ce que t'entends par musicalité attendue? Par exemple, quelque chose d'un peu flamenco, quelque chose comme ça, Mhm. je suis pas je pense, le bon musicien pour Ok. travailler là-dessus, quoi. Ok. Je dis ça parce que ça m'est déjà arrivé de me retrouver face à quelque chose où je me suis dit, bon, alors là, euh, je n'ai pas du tout ces influences-là. Ou alors des trucs... par exemple, j'ai fait beaucoup de rap en enregistrement, en mixage, Ok. mais pas en prod et Hmm. dans la réalisation, pas beaucoup. Enfin, je veux dire, à part faire des propositions de réalisation, de production vocale, Ouais. c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va faire à la voix. Par contre, le côté prod, pas du tout. Du Mhm. coup, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des choses où on me demandait des choses, de faire de la créa là-dessus, et je disais, franchement, là, j'ai rien à proposer. Ok.
Et ça va, tu le vis plutôt comment, ça, justement? Bah, ça dépend, honnêtement, je le vis très bien, mais sur le moment, il peut y avoir un peu, un moment de flottement, il faut, je pense, en fait, savoir le dire avant de se lancer dans une session de créa. C'est pour ça qu'il vaut mieux demander, une maquette ou des influences ou quelque chose et se dire: «OK, ça, non, ça me parle pas» et puis aussi, ça va dépendre de ça m'est déjà arrivé d'avoir des artistes qui ont pas vraiment une idée de là où ils veulent, Ouais, de recevoir des choses et me dire: «OK», et de faire quelque chose qui va dans cette direction-là et en fait, on me dit: «Non, mais en fait, ça ressemble trop aux maquettes, à ce que je voudrais» et puis je pense à un artiste en question qui m'avait envoyé ensuite un guitare-voix fait avec son frère et en fait, c'était d'un coup, beaucoup plus, un peu folk, mais très chanson française, alors que ce qu'il m'avait demandé de faire, c'était, entre guillemets, je sais pas, un peu Taylor Swift, quoi, tu vois? Très d'accord, OK. produit, très américain et du coup, je dis: «Ah bah, Rien à voir. rien à voir, mais OK» et du coup, j'ai proposé complètement autre chose, alors que la première mission qu'on me demandait me paraissait, un peu éloignée de ce que j'aimais et tout ça, donc je suis allé là-dedans, je dis: «Bon, je vais le faire» et puis quand la personne l'a reçu, elle m'a dit: «Non, mais en fait, c'est ouais, bah, ça vous ressemble pas et tout». Je dis: «Bah, ouais, non, c'est pas du tout ce que je fais» et je pense qu'il aurait fallu que je sois en mesure de dire à la personne: «En vrai, moi, je fais pas beaucoup ce genre de musique-là, mais mais je me suis plutôt dit: "Ah bon, il a cette vision-là, vas-y, on y va"». Ouais, par curiosité, du coup? Par curiosité et puis par défi un peu, pour Ouais. me dire, «Bah, je fais pas ça, voyons si je sais le faire» et en fait, la personne m'a dit: «Ah mais moi, je m'attendais pas à ça, j'aurais aimé justement qu'on me qu'on me dévie de ce que j'attends exactement, quoi». Et en gros, c'était justement, je pense qu'il y a des artistes, enfin, en tout cas, lui, en l'occurrence, s'attendait à une interaction qui fasse que que ça l'oriente vers autre chose aussi, quoi. OK. Et du coup, c'est ce qui est arrivé. Donc, il m'a présenté autre chose qui m'a paru tellement différent. Je lui ai dit: OK, alors de ça, et j'ai proposé autre chose de complètement acoustique, avec des percussions. J'ai refait des guitares, enfin des choses comme ça. Mmh. Et voilà. On vient te voir pour ta patte artistique, quand même, du coup? Pas que. Même peut-être, je sais pas. En fait, c'est difficile. Je crois pas que ce soit à moi de le dire. Ouais, En tout cas, je sais pas. Moi, j'essaye d'en proposer une, ouais. mais je sais pas si c'est le lieu, le studio, Mmh. la part artistique. Il y a aussi des projets que j'accueille, justement, où je vais vraiment mettre le studio à disposition et ils vont avoir un réalisateur ou un technicien qui les accompagne, qui comprend déjà super bien le projet. Donc, je sais pas pourquoi les gens viennent. Ce serait difficile à dire. Mmh. Ouais, bien sûr. Et est-ce que, du coup, tu disais que tu avais, arrêté le cursus académique Ouais, bon, ça c'était tôt, hein. du métier? Ouais, mais du coup, tu as quand même persévéré dedans et tout ça. Est-ce qu'on te l'a déjà reproché? Parce que j'ai l'impression que dans le milieu artistique, le parcours académique est important pour les institutions ou je ne sais, par exemple, il faut prouver d'un diplôme ou quoi. Ou est-ce que tu as déjà eu une sorte de syndrome de l'imposteur parce que tu n'avais pas suivi ce parcours académique, même en sachant que tu es tout à fait compétent? Oui, après, moi j'en vois les limites, hein, très honnêtement. Ouais. Enfin, je vois les moments où du coup je dois pousser les curseurs, genre rediguer des choses où je me dis, mais en fait, ça, je devrais le connaître. Et en fait, c'est justement Mmh. parce que je ne suis pas passé par quelque chose de scolaire que je dois me replonger des fois dans des techniques, des documentations, Mmh. des choses comme ça. Donc, on me l'a jamais reproché. Je ne sais même pas si ça transparaît dans ma façon de faire. Mais par contre, moi, je le vois régulièrement, même quand je rencontre des techniciens plus jeunes et que je vois comment ces personnes-là travaillent, je me dis ah oui, en fait, bah, moi, à tel moment de ma carrière, j'aurais eu besoin de ci ou de ça. Et par contre, au contraire, il y a des choses sur lesquelles je les trouve beaucoup plus lents. OK, comme C'est-à-dire quoi? que dans les sessions studio, sur la gestion du dos et le fait de la réalisation, les prises, les doublages, Mmh. les prises de position techniques, je veux dire, Mmh. plutôt, justement sur les EQ, la compression. Ils ont parfois un peu peur, mais je parle de quand on sort d'école, quoi. OK, OK.
Donc des gens qui viennent faire leur première expérience professionnelle, par exemple, Ouais, avec voilà, toi. Ok. c'est ça. Mais après, par contre, ouais, il y a plein de moments où moi je me dis, ah ouais, ça, sur le plan technique, je pense que c'est un truc que j'aurais pu apprendre il y a longtemps, etc. Ça t'empêche pas Non, d'avoir des si. projets, enfin de faire certains projets par rapport à ça ou... Ah, ça, je sais pas. Peut-être que ça a été le Ouais. cas. Je m'en suis pas rendu compte si Ok. ça m'a empêché de faire des projets. Mhm. Mais par contre, c'est un truc dont je parle avec d'autres techniciennes assez régulièrement. Je pose des questions sur des. En live, par exemple, il y a certains protocoles. Déjà, c'est quelque chose qui évolue vite. C'est-à-dire Mhm. qu'il y a différentes technologies et protocoles qui existent, qui évoluent. Donc, je pose souvent des questions. Je me rends compte que je ne connais pas le fonctionnement de telle ou telle chose. Mais je demande. Et soit tu tombes sur quelqu'un de bienveillant et qui va te dire ouais, carrément, et qui t'explique. Soit tu tombes sur quelqu'un qui va te dire quoi? Mais tu connais pas ça? Sérieux? Il y en a? Ou je pense que ça peut arriver. Quand j'étais plus jeune, surtout, c'est le fait de faire plusieurs choses ne plaisait pas forcément. On pouvait me dire, faut que tu choisisses, soit tu fais ça. Et du coup, quand tu débarquais dans quelque chose et que tu posais des questions, Mhm. on pouvait te dire, non, mais en fait, toi, ton corps de métier, c'est plus de faire ça que de faire ça, donc reste là-dedans. Ouais, donc un peu vieille école Ouais, peut-être. voilà, c'était un peu vieille école, Ouais. c'était des gens qui étaient là depuis longtemps, je Mhm. pense, et voilà. Mais je sais plus vers où j'allais en parlant de ça. Je sais pas, mais ça répond quand même à la question de si toi ça t'a déjà manqué ou non, et si tu te sentais parfois pas légitime un truc. Mais un vrai questionnement. Après, j'essaie de pas trop me focaliser là-dessus, quoi. Ce truc, Ouais. parce que sinon on peut se torturer l'esprit pendant longtemps. Je pense qu'en fait, légitimité, c'est pas vraiment. Je pense pas qu'il y ait un moment dans la vie où on se pose, on se dit, ok, je suis à ma place. Il y a toujours, tout évolue tout le temps. Donc en fait, Ouais. si tu veux être quelque part, va falloir continuer à travailler Mhm. pour y être, y rester ou avancer. Mais à aucun moment je me dis, je suis à ma place. Non, en fait, il va falloir que je continue à travailler pour. Je suis à un endroit Mhm. et il va falloir que je continue à travailler pour soit y rester, soit évoluer là-dedans. Mais par contre, je me sens. Enfin, je suis toujours en train de me dire, ok, je suis, comment dire, j'allais dire sur la sellette, c'est un peu péjoratif, Je vois ce que tu veux mais dire, t'es sur ouais. un truc, ok, je suis là, c'est, Mais rien de sûr, quoi. voilà, comment on dit, tu sais, en anglais, ils disent, ouais, sur un fil, j'allais dire, on thin ice, tu sais, Oui, la oui, oui, couche de oui, glace oui. est, Oui, 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 à tout moment, ça peut voilà, s'arrêter, quoi. c'est des métiers qui tiennent sur des choses, voilà, il y a beaucoup de gens qui veulent faire ces métiers-là aussi. Il y a beaucoup de façons d'y accéder et en effet, la question du parcours fait que, me concernant, je me sens sur quelque chose d'assez mouvant, mais, euh, mais je pense qu'aussi je fonctionne avec ça. C'est-à-dire, ça me, ça me donne l'envie de bouger, de continuer à apprendre. Et puis c'est vraiment, c'est très humain, c'est en rencontrant d'autres gens, donc en mêlant des expériences et des parcours. Donc c'est peut-être un peu insécurisant, mais je pense que ça fonctionne comme ça. Ok. Et comment justement tu te formes à tout ce qui sort, parce que tu disais que ça évoluait très vite depuis du coup que tu as commencé, j'imagine que tout a évolué au Ouais, moins un peu. oui, Comment toi tu te formes? Est-ce que c'est des formations que tu vas faire par exemple proposées par je ne sais quel Pôle emploi, ou je ne sais pas ouais, comment ouais, trop ouais. que ça se passe, mais ou est-ce que c'est toi qui vas chercher des formations en ligne? Comment ça se passe? Les deux, c'est-à-dire que tu peux aller chercher des formations en ligne et te les faire financer, donc pas pour Pôle emploi, mais en tant que. Parce que moi, par exemple, j'ai un statut d'intermittent, Ouais, du coup, tu passes par l'AFDAS ok. et tu peux obtenir des financements de formation. Donc j'en ai eu pour Ableton, Mm. pour travailler sur le Dante, c'est un protocole en live, en gros, qu'on utilise. Donc voilà, des choses comme ça, mais oui, tu te le fais financer. Tu Mhm. peux te l'autofinancer si tu n'as pas de droit à la formation, quoi. Ouais. C'est quelque chose que tu cumules en travaillant. Mhm. Et voilà. Ok. Mais ouais, je me renseigne sur des trucs. Ça m'arrive aussi qu'on m'envoie. On me dit, ah, il y a ce truc-là qui a popé, tu sais, entre amis, Mhm. entre Ouais. collègues de travail ou quoi. On te conseille des trucs, ouais. Ok. Et par rapport à l'IA,
C'est quand on le voit de manière très, très négative, de manière générale. Ouais. Parce que ça peut remplacer certains métiers et tout. Toi, comment tu le vois? Comment tu t'adaptes à ça? Est-ce que tu penses que ça va t'aider dans le quotidien ou pas du tout? Au contraire, tu es très réticent à l'utiliser ou est-ce que tes artistes l'utilisent, par exemple, que tu accompagnes? Alors c'est marrant, j'ai eu une expérience d'IA, dans la musique. Mhm. J'ai reçu un projet, quelqu'un qui ne faisait pas de musique, qui chantait, mais qui ne jouait d'aucun instrument et qui m'a envoyé un projet qu'il avait en gros pitché à une IA et c'était des musiques et en gros il m'a dit, «Voilà, j'aimerais faire ça». Ok. Du coup je me suis dit: «OK, alors du coup je dois recréer ce que tu as créé», donc on n'a pas ça a été un peu étrange comme process. Mhm. On l'a fait sur un morceau et c'est, bah, justement ça dont je parlais tout à l'heure où en fait quand, je l'ai envoyé, il m'a dit: «Mais c'est bah, c'est comme ce que je t'ai envoyé à peu près». Je Mhm. dis: «Bah, ouais». J'ai rejoué, ce que tu m'as présenté. On l'a adapté à la tonalité de ta voix. Sinon, voilà, Ouais, pas par plus, contre, quoi. c'était très ennuyeux à faire et il me dit: «Ah ouais, OK» et puis moi je lui dis: «J'ai du mal à comprendre, tu serais venu me voir en me disant: "Voilà, j'ai un morceau, j'aimerais le faire en acoustique, te montrer. Qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce qu'on peut travailler ensemble?" J'aurais pas du tout eu cette approche-là. Ouais. Et vraiment, c'est quelqu'un que je connaissais pas, qui m'a vraiment envoyé ça. Et en fait, ça a donné lieu du coup après à de longues discussions où je lui ai dit: «En fait, moi je me sens pas de je peux exécuter ça. Toi visiblement tu attends pas ça parce que tu me dis: "Bah, ça ressemble trop, à ce que l'IA a proposé et surtout j'aimerais voilà quelque chose de plus acoustique", tout ça. Donc on a parlé musique et en fait on en est arrivé à, quelque chose de beaucoup plus folk. On en est aussi arrivé à questionner même la langue dans laquelle il chantait, c'était l'anglais Mhm. et je lui ai posé la question de pourquoi on le faisait, enfin pourquoi il avait choisi cette langue et tout ça et on a parlé de le faire en français et bah, c'est ce qui s'est passé. Donc Ok. une fois qu'il a fait en français, il a fait tous ses morceaux en français. Il y a pas eu de retour en arrière et c'est souvent le cas d'ailleurs sur des projets sur lesquels j'ai travaillé quand les chanteuses, chanteurs passent au français. Mhm. Généralement, il y a pas vraiment un vrai retour en arrière parce que, il tombe un masque en fait généralement. Oui. Je parle de quand on est en France, hein, Mhm. évidemment, pour les gens qui parlent français. Ouais. C'est un peu un masque de chanter en anglais et tout ça, Mhm. que ce soit, pour ce qu'il raconte, mais aussi pour, le positionnement de la voix. C'est pas le même? Bah, pas vraiment. Ok. On chante pas pareil quand on chante en anglais, il y a quelque chose de différent et du coup, il a fait, après plusieurs morceaux entièrement en français et cetera Ok. et ça a été, du coup hyper humain entre nous. Mhm. Donc en fait, ça nous a plutôt servi, l'IA, à le mettre au placard, quoi. Ouais, ouais. C'est-à-dire que il m'a envoyé ça, je lui ai envoyé un truc en lui disant: «Bah, franchement, voilà». Et en fait, on s'est tous les 2 dit: «Bah, ça marche pas». Donc c'est la seule expérience que j'ai avec une IA Mhm. dans le milieu de la musique et je pense, enfin, comment dire? Je pense qu'il y a des raisons, écologiques évidentes pour lesquelles c'est une aberration. Par contre, sur le plan, du travail créatif ou quoi, je comment dire? J'ai pas évidemment, je pense que tout le monde devrait, travailler pour, développer des connaissances et des capacités. Mhm. Par contre, s'il y a des gens que ça rend heureux de faire un truc avec une IA, si on met de côté la partie écologique et que s'il y avait quelque chose Mhm. qui permettait que ce ne soit pas ce désastre-là, Ouais. pourquoi pas? Mhm. Faites ce que vous voulez. Par contre, heu, le fait que ça s'alimente sur des propriétés intellectuelles qui appartiennent à des vrais gens, c'est-à-dire que Ouais. c'est en gros, ça ramasse tout ce qu'il y a sur internet et ça nous vomit quelque chose, Mhm. bah, ça pose des vraies questions, sur les droits et cetera. Donc c'est tout ça qu'il faut, je pense, Mhm. protéger et Ouais. légiférer. Mais après, bah, en fait, c'est juste quelque chose que moi, je me destine pas du tout à utiliser, donc Mhm. j'ai du mal à en parler, si ce n'est que je sais que, par contre, l'expérience que j'en ai eue, c'était, on m'a envoyé quelque chose, ça n'a pas du tout fonctionné et surtout en fait, c'est vraiment pour moi, ça nous a au contraire prouvé que Mhm. ça marche pas. Ouais. Parce que c'est peut-être trop. C'est pas Donc assez humain, oui, peut-être. voilà, Ouais, bien mais sûr. après ça marchera certainement pour, des créateurs de contenu, des Mhm. gens, et du coup là, bah, je les encourage à apprendre à faire des choses par eux-mêmes et à se renseigner sur l'impact que ça peut avoir et Bien cetera. sûr. Mais après, même sur
les IA, le côté chat par exemple, Ouais. etc. Moi, ça m'est déjà arrivé d'utiliser ça Mhm. dans des moments justement d'écriture, tu sais, pour formuler par exemple un Ouais. dossier, des Oui. choses comme ça. Et, ça, il faut vraiment d'ailleurs se demander est-ce que c'est une bonne chose que je me serve de ça? Parce que c'était des choses que je rédigeais déjà avant, Oui. sans cet outil-là. Oui. Je le faisais pas plus mal, je le faisais Mhm. moins vite, certes. Oui. Et encore que, des fois, c'est hyper discutable parce que tu passes beaucoup de temps à reformuler tout ce qu'il peut Oui, y c'est avoir, ça. etc. Oui, parce que c'est très. Enfin, en fait, c'est quelque chose qui vont te sortir, mais Mm. qui vont sortir à tous les gens qui vont poser la même Ouais. question. Et donc, il n'y a pas vraiment de. J'allais dire d'originalité, mais je suis pas sûre que ce soit ça. Donc, en fait, tu reformules. Ça te donne plus un axe, j'ai l'impression. Voilà. Donc, est-ce que c'est vraiment utile Mhm. Et ouais. Et si, par exemple, dans les logiciels que tu utilises, ils intègrent l'IA Alors, pour que ça aille plus vite, pour que ça facilite le travail, est-ce que ça sera comme quand tu écris des dossiers où tu te dis je le faisais avant plus lentement mais je vais continuer à le faire, ou est-ce que tu vas l'utiliser justement, ça te fait gagner du temps? non. Alors, honnêtement, ça existe déjà, à vrai dire. Ouais. Je les ai jamais utilisés. Je crois même pas que ces fonctions-là soient dans les logiciels que moi j'utilise, mais je reçois beaucoup de pubs dans les réseaux sociaux, tu Hmm. sais, tel truc, tel IA, tel machin vous permettra de faire ci, ça. Et en fait, enfin, c'est pas du tout ces raisons pour lesquelles on fait ce métier-là, dans le sens, on a une idée en tête, on y va, et du coup, on sait comment le faire, ou alors Hmm. on expérimente. Mais ça m'a toujours l'air d'être vide comme proposition, c'est-à-dire, vous ne savez pas exactement ce que vous voulez faire, par contre, vous voulez faire un truc de ouf. Hmm. Du coup, ça marche pas, quoi. Enfin, je veux Non. dire, la proposition, Oui, elle c'est ça, il y a un est souci complètement quelque part. décorrélée du Ouais. propos technique ou artistique, Hmm. etc. Donc, non, Ok, c'est pas du tout quelque chose ok. qui fait sens dans mon utilisation, en tout cas, des logiciels de musique et de son. Ok. Comment tu différencies créer et produire? Parce que tu as utilisé ces mots-là Ouais. plusieurs fois. Comment dire? Le côté créé, on pourrait plutôt l'associer à de la co-composition. Le côté produire, ça va plutôt être, en gros, le, euh, le choix des sons. C'est-à-dire définir, par exemple, on veut tel type de... La batterie, par exemple, tout est écrit, tout est là. Mais en fait, on va changer le son de la batterie. On va se dire, il nous faut plutôt tel type de son pour que ça matche mieux avec tel autre instrument et tel. Donc produire, ça va être comme ça. Après, c'est franchement très lié. Ouais. Et c'est même des mots un peu galvaudés, tu vois. Ok. Mais tu peux vraiment avoir quelque chose. Par exemple, je trouve qu'en hip-hop, on parle de prod, mais c'est de la créa. En fait, c'est des gens qui font la compo, ils font la créa, etc. Mais on parle de prod. Donc c'est des mots un peu galvaudés qui ont des significations un peu différentes selon les genres musicaux, selon le métier, c'est-à-dire est-ce que tu es dans la vidéo, dans le son, c'est pas du tout les mêmes... ça n'a pas exactement, je veux dire, les mêmes significations. Me concernant, la prod, ça va vraiment être plutôt tout ce qui va enrober, mais c'est très créatif aussi. Hmm. Donc quand je parle de création, c'est plutôt de co-composition. Et voilà. Ok. Et pour Faust? Faust, c'est une artiste qui travaille au studio ici. Et elle est quand même... elle a une énorme part de composition, même la quasi-totalité. Et généralement, quand on travaille, elle présente un piano-voix, un guitare-voix parfois. Et donc, on va en fait faire... Il y a une partie de co-composition parce que je vais lui proposer des riffs, des mélodies. Par exemple, le dernier titre qu'on a préparé, c'était auto-harpe voix. Et elle le faisait déjà sur scène. C'était un morceau vraiment uniquement avec ces deux instruments-là. Et dans la préparation de son prochain disque, elle me dit peut-être qu'on pourrait en faire un truc qui ressemble plus à tout le reste de l'univers du disque. Je dis ouais. Et du coup, je lui ai demandé juste de faire auto-harpe et voix. Et je lui ai dit, là, je verrais bien une batterie qui ferait un peu ça. D'abord, elle m'a fait écouter des influences. Elle m'a dit, en ce moment, j'écoute pas mal ça me guide un petit peu dans ma compo. Et je lui ai dit, ok, je vois où tu veux en venir. Moi, je lui ai fait écouter d'autres choses, etc. Donc, ce dialogue dont je parlais tout à l'heure. Et je lui ai dit, là, je verrais bien tel type de batterie.
là plutôt tel autre type de batterie. Ah, et là j'aimerais bien qu'on fasse un riff avec ce type de son de synthé. Et en fait, je lui mets le synthé sous les mains et ça vient d'elle quand même. D'accord, ok. Mais Ok. par exemple, ce titre-là d'ailleurs illustre bien ce propos-là, c'est qu'en fait, elle trouve le début du riff Mhm. et elle me dit: ah, mais là, je suis coincé, je sais pas. Et du coup, je dis: ah, bah attends, j'ai une idée. Et du coup, je viens et elle a vraiment fait genre, on était sur le refrain. Elle a fait la première moitié du refrain et j'ai fait la deuxième moitié du refrain. Ok. Et donc, on était vraiment genre l'un derrière l'autre. Je la laissais faire la première moitié, puis j'arrivais, je faisais la deuxième moitié et on avait notre refrain. D'accord. Et donc, il y a un peu de co-composition. Et après, ça va être vraiment plein de propositions de production. Elle va me dire: j'aimerais bien qu'il y ait tel truc. Je lui dis: ouais, mais du coup, ça, je pense à tel instrument. Euh, Enfin, je veux dire, elle va me dire: je pense à telle mélodie. Et je dis: Mhm. ah, ce serait chouette que ce soit tel instrument qui joue telle mélodie. Il y a un morceau qu'on avait fait où elle avait une intro très opératique. Mhm. Et on a essayé de le faire avec un orchestre, donc enfin en MIDI d'abord, avec violon, contrebasse, violoncelle, flûte, enfin vraiment plein de choses. Euh, et, euh, et donc on a fait cette mélodie qui était un peu compliquée et tout ça, qu'elle avait écrit au chant. Et après, tout le reste du morceau est très arrangé. Et je lui dis: mais en fait, j'ai un peu l'impression que ce qu'on a fait sur cette intro, c'est un peu une incarnation du proverbe la culture c'est comme la confiture, moins t'en mets plus tu l'étales. On a fait un truc sur l'intro où c'est gigantesque alors que c'est une petite intro et après ça part en chanson et après sur le refrain ça réexplose. Je dis: je crois on a tout mis dans l'intro, ce qui fait que ça paraît un peu démesuré et du coup il vaut peut-être mieux qu'on revienne à ton écriture qui était d'abord à la voix. Et donc on a fait un truc où c'est juste un petit chœur de voix qui fait exactement cette mélodie. Et il y a un côté un peu plus Tim Burton, tu vois, un Ouais. truc un peu Ah, flippant, trop bien. donc voilà. Et D'accord, d'ailleurs, ok. comme elle a beaucoup d'influences cinématographiques, ça collait Oui. bien avec ça, avec ce côté cinéma aussi. Mhm. Ok. Déjà, elle a vraiment, après tous les artistes ont cette position-là, mais un droit de vie ou de mort, dans le sens, elle va me dire: j'aime pas, ok, on passe à autre chose, et on avance et tout. Quand vraiment je me dis: non, mais ça va être bien, ou je continue à avancer, et des fois ça donne lieu à des trucs, mais généralement, quand elle me dit: non, ça je le sens pas, je dis: ok, idée suivante, et on avance, quoi. Mais en fait, ça fluctue tellement. Il y a des titres sur lesquels, en effet, je fais beaucoup de choses. Et il y a des titres où elle a déjà vachement avancé. Et par contre, on va souvent revoir les structures. La place du pont, à quel moment il vient, ou des choses comme ça. Telle partie, je lui dis: ah, ça, il faut l'allonger. Je lui dis: ça, c'est super. Là, il y a un genre de pré-refrain qui se construit. Il faut que ça se répète. Donc, j'ai ce genre de position et d'influence-là sur les morceaux. Mais ça reste avant tout ses compos à elle, ouais. Ok. Tu parlais d'influence que tu vas envoyer aux artistes. Ouais. Mais du coup, je me demandais quel était ton rapport à la musique. Est-ce que tu vas l'écouter? Est-ce que tu vas séparer l'écoute professionnelle et l'écoute personnelle, ou en fait les deux se lient complètement et tu vas entendre un truc quand tu vas, je sais pas, marcher pour aller quelque part avec ton casque, j'en sais rien, tu vois, tu vas entendre un truc et tu vas penser à un artiste et tu vas lui envoyer. Comment ça se passe? C'est quoi ton rapport à ça? Alors, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je travaille que ça va être par période. C'est-à-dire que quand je travaille sur quelque chose, je vais écouter ça dans ma vie personnelle après, beaucoup, parce que j'ai besoin de continuer à y réfléchir et à le construire. Et c'est un peu, tu sais, c'est dans des moments où tu t'égares un peu dans tes pensées que tu as des idées qui te viennent Oui. aussi. Donc ça se tuile beaucoup, hein, les deux. Par contre, il y a des musiques et des projets sur lesquels j'ai travaillé qui n'étaient pas des musiques que j'écoutais avant. Et du coup, d'ailleurs, ça peut te mettre dans un mood un peu particulier. Encore une fois, je vais reparler du rap, mais comme j'en ai fait pendant longtemps, à un moment donné, ça prend vraiment le pas, ce que tu écoutes, sur ta façon de t'exprimer aussi, je Ah trouve, et ouais? tout ça. Ouais, un petit Ok. peu. Et du coup, sur ta façon un peu de voir les choses. Mais en même temps, tu peux tout à fait décorréler le truc. Mais du coup, je trouve que dans mes écoutes et dans mon approche du mix, autres styles confondus, il y a eu des moments où tel style de musique, donc je parlais de rap, mais ça a aussi été le cas sur des trucs beaucoup plus rock ou post-punk, ou au contraire chansons, qui des fois vont un peu
me matrixer pendant un moment, et du coup, les projets sur lesquels je vais travailler à ce moment-là vont peut-être prendre ce genre d'influence ou d'orientation, ou de choses comme ça. Mais du coup, ça peut être assez corrélé. Mais ça m'est déjà arrivé de faire des séances studio, de me dire, ok, clairement, ça, j'aime pas. Par contre, je veux dire, par exemple, la prod. Je peux me dire, la prod qu'on m'a amenée, ou la compo, me plaît pas du tout. Par contre, l'arrangement ou le placement de la voix, ou telle personne sait faire ça, et ça, c'est génial, je trouve. Moi, je vais me concentrer là-dessus pour essayer de trouver mon appréciation et pour pouvoir travailler sur cette musique-là. Mais si je prends par exemple le truc dans sa globalité, enfin plutôt dans sa globalité, quand je reçois la compo, des fois je me dis ah j'aime pas trop ça. Par contre, je peux peut-être me concentrer sur autre chose que j'aime là-dedans. Et après, peut-être que en dézoomant et quand je regarderai l'œuvre dans son entièreté, là par contre ça va être différent. Le regard va peut-être être différent. Comment tu sais quand t'as fini un morceau? Waouh. Euh, Je sais pas, j'ai pas un tips. Je sais pas vraiment quand j'ai fini. J'ai souvent une idée de vers quoi je veux aller, et quand j'y suis, c'est bien, mais souvent cette idée, elle, elle bouge quoi, pendant ce chemin de créa, d'enregistrement, de prod et tout ça. Je sais pas. Je pense que c'est juste un ressenti. Il n'y a Ouais, de pas satisfaction? de satisfaction. Je pense que c'est en fonction du moment. C'est-à-dire, il y a des compos, il y a des morceaux qu'on fait Mhm. et, et on les sort pas, ou les artistes les sortent pas parce que c'est pas le bon moment. C'est-à-dire que le morceau, il est pas, je sais pas, il est peut-être pas dans son temps, ou il est pas, il y a quelque chose qui ne colle pas avec la musique qu'ils font à ce moment-là. Et du coup, c'est un peu pareil pour moi en tant que technicien sur le moment. Je me dis en fait, tel type de son, c'est pas. Ouais, non, on n'est pas en train de travailler sur ce genre de choses en ce moment. Ça suit pas la direction musicale de l'album, donc ça me paraît pas fini, ou ça me paraît pas être le bon moment pour ce morceau. Mais de savoir quand le morceau est fini, c'est juste une histoire de feeling, de Ok, satisfaction. ok. Et j'imagine aussi, enfin tu le vois ça avec l'artiste, si toi, même si tu as encore envie de faire des changements, peut-être que Ah non, l'artiste c'est va lui qui va pas me dire, vouloir... ouais. Ouais, C'est lui qui me dit, non mais là, pour moi, on y est. ok. C'est pas trop frustrant du coup quand toi tu vois autre chose? Bah je lui dis, Mhm. et s'il est d'accord, ou s'il me dit, ah, j'y avais pas pensé, bon, on y va. Mais s'il me Ok, dit, non, non, c'est ça le propos, ok. Ouais, bah, en même temps, oui, c'est vrai que enfin, c'est pour eux que tu le fais en oui, soi, ah oui, donc clairement. oui. Par contre, ça, il faut être hyper clair là-dessus. Ouais. Se dire, ça leur appartient à eux, quoi. Ouais. Comment tu t'en détaches de ça? Quand J'en tu sais vas rien. travailler vraiment, quand tu vas t'investir de ouf dans un projet, de lâcher aussi le bébé, tu vois, de te dire que ben c'est leur bébé à eux. Ouais, ouais. Hmm. Je sais pas, c'est très clair dès le début. Ouais, Ouais, t'arrives ouais. à t'en détacher. Puis au contraire, je suis hyper content. Ok, Si eux le font vivre après, ça veut dire que j'ai bien bossé, donc c'est cool, quoi. ok, d'accord. Donc t'as pas de, je vais dire d'attachement, mais tu vois ce que je Si, veux je suis dire? content d'écouter le truc, mais, Ouais, ok. mais tu sais, il n'y a aucune. Enfin, tu sais, sur ces projets-là, on est crédité et tout le Oui, monde est au oui, courant, c'est hyper transparent, donc non, non, c'est super léger, je trouve, ok. comme truc, le fait que bon, ben voilà, le morceau sort, telle personne va le défendre, c'est super. Même moi, j'en parlerai aussi. Si... Ok, ok, d'accord. Parce que, enfin, oui, j'en parlais avec des graphistes qui accompagnent aussi parfois Ouais, des projets et tu vois, j'ai l'impression qu'il y a une grande différence entre le discours que j'ai l'habitude d'entendre chez des gens qui vont dessiner ou faire un logo ou je ne sais, et toi avec la musique où, ben, en fait, c'est, enfin, au début, quand tu commences, t'as vraiment un peu envie, tu vois, que ce soit parfait et tu sais pas trop ce qu'ils vont faire. Il y a ouais. cette peur-là que ce soit mal utilisé parce que c'est quand même toi qui l'as fait et du coup, ce détachement, il est super dur à avoir. Moi, je pense que je suis moins dans la créa que ce que tu as l'air de décrire là. Genre, c'est plus. En effet, les graphistes, c'est eux qui sont vraiment. C'est la plume, l'écriture, enfin le dessin, le design. Moi, quand les musiciens arrivent, la compo, elle existe déjà. Et je suis juste là pour soit faire un travail très technique, soit accompagner, enfin, tu vois, trouver une. Comment dire une réalisation, une façon de présenter la chose, Mm. comment, je sais pas,
le retranscrire dans une certaine humeur, une certaine, je sais pas, esthétique musicale. Mais la créa, elle est vraiment à eux. Alors que là, ce que tu décris, j'ai l'impression, c'est vraiment des. Ce serait plus justement. Je pense que ce serait peut-être plus aux artistes, des fois, ce serait plutôt à eux qu'il faudrait demander est-ce que c'est pas trop dur, justement, Oui, de laisser la main à quelqu'un qui va un petit peu façonner votre musique, alors que la créa, vous avez travaillé dessus pendant des mois, ouais. des années dans votre Mm. chambre, dans votre salle de répète, dans votre. Oui, c'est vrai. C'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça, mais ouais, vu que pour moi, t'es hyper investi dedans, et c'est un peu grâce à toi aussi que la magie opère, parce que le morceau, il va sortir propre et tout mixé, tout bien, grâce à toi aussi. C'est pour ça que dans ma tête, ouais, ça fait Ouais, mais partie, c'est un tu fais métier, quoi. partie C'est du vraiment. truc, tu vois. Ouais, mais c'est un métier, moi, je trouve ça très satisfaisant, Ouais. mais vraiment, la propriété intellectuelle, c'est la Oui, leur, par quoi. contre, oui, ça c'est Tu sûr. vois, c'est vraiment Mm. leur travail Mhm. et leur créativité, leur création. Comment tu vis les contraintes techniques que tu peux avoir? Est-ce que justement ça peut t'amener sur des choses sur lesquelles tu n'avais pas du tout pensé? Je sais pas, comme toi t'imposais les contraintes techniques pendant les résidences que tu faisais. Ouais. Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé du coup d'être très surpris de ce que ça pouvait faire? Là, comme ça, je vois pas. Hmm, Il y a plein de projets sur lesquels j'ai vu des limitations techniques de par, je sais pas, l'endroit dans lequel on se trouvait Mhm. pour travailler. Euh, je sais pas, on les a souvent contournés, Ouais. je crois. Je sais pas. Euh, et après, par exemple, les soucis d'acoustique, de lieu ou des choses comme ça a été un truc. C'est vraiment la seule idée qui me vient par rapport à ce que tu me demandes. Mais en gros, quand j'ai fait beaucoup d'enregistrements live dans des lieux qui n'étaient pas faits pour faire de la musique, il y avait des échos, des choses comme ça. Mhm. Et je me suis dit, on va en tirer parti, on va mettre 2 micros dans la salle et on va avoir la reverb naturelle du lieu et on va travailler avec, en fait, ça va être marrant. Et du coup, c'est presque la contrainte de créer de la créativité, quoi, Ouais, ouais. Ok. entre guillemets. Ou en tout Mhm. cas, créer une signature sonore, on va plutôt dire ça. Oh, mais c'est stylé, du coup. Après, ça, c'est les heureux accidents. Mais après, il y a plein d'autres contextes dans lesquels tu te retrouves et tu te dis, on n'a pas tel truc à notre disposition, on va le faire plutôt comme ci ou comme ça, Mhm. ou on va découper les choses. Par exemple, ouais, le fait d'avoir une seule grande cabine de prise, Ouais. soit je mets tous les musiciens ensemble, mais on entend un peu chaque musicien dans le micro de l'autre aussi, Ouais. soit je sépare vraiment les instruments les uns des autres. Donc ils Et vont. ça crée du coup un contexte de, comment dire, de travail particulier. Et il va D'accord. falloir que tout le monde travaille avec ça. Donc ça peut être des contraintes qui vont guider notre façon de travailler après, quoi. Donc ça veut dire que par exemple quand tu sépares les musiciens, c'est que un à un vont Ouais. enregistrer ce qu'ils font, sauf que toi et eux aussi quand ils jouent doivent avoir la vision globale de ce que Ouais. ça va donner. Ah ouais, c'est super dur. Mais ce qu'on fait des fois, c'est je mets tous les musiciens dans la pièce, Mhm. je leur mets le clic, etc., comme s'ils étaient chacun de leur côté. On enregistre un témoin en live et ensuite je mets quelques micros sur chaque musicien. Ensuite, je sépare les musiciens, c'est-à-dire je laisse que le batteur, par exemple. Et je Ok. lui dis, je vais muter la batterie et on va refaire la batterie par-dessus ce que tu viens d'entendre. Comme ça, vous aurez quand même ce feeling de jouer ensemble en Mhm. live avec peut-être quelques flottements, etc. Et du coup, on recrée un peu cette sensation de jouer ensemble, mais tout en séparant les sources pour être sûr d'avoir le son le plus propre possible. Ah Donc waouh. on trouve, Ok. ce que je dis tout à l'heure, on essaie toujours de contourner Mhm. ce genre de choses, quoi. Ok. Est-ce que pour toi le travail que tu fais en studio avec les artistes va être similaire ou en tout cas que le travail que tu fais avec le label? Est-ce que tu peux nous expliquer Ouais. la différence, s'il y en a, en tout cas dans ta vision des choses, entre les deux? En fait, le label, c'est déjà pas la même dynamique, c'est-à-dire que c'est le label qui va aller vers des artistes Mhm. pour faire une proposition. Contrairement au studio qui va vraiment être prestataire et donc on reçoit une demande et on y va et on va faire des propositions de réalisation et tout si on peut, si on nous le demande. Mais voilà, l'artiste va vraiment avoir toujours le fin mot. Sur le label, de mon point de vue, il y a toujours un peu plus un dialogue. C'est-à-dire que le but d'être un studio qui est aussi un label, c'est de développer cette signature sonore
et du coup d'être un peu plus force de proposition dans la réalisation, la direction musicale. C'est ça la principale différence. Et après, il y a tout le côté accompagnement derrière. Donc, on va aller voir, chercher les pros, la presse, trouver une logique de développement. Comment, une fois qu'on a fait l'EP, comment il va être joué sur scène. Hmm. Est-ce qu'il y aura autant de musiciens qu'il y a d'instruments dans le disque, ou est-ce qu'il y aura des séquences, ou est-ce qu'il y aura une version plus acoustique pour le live. Ok. Donc il y a toute cette réflexion-là qui, pour moi, fait aussi un peu partie du rôle du label. Après, nous, le label est vraiment tout petit, hein. On peut parler d'un Hmm. micro-label. J'essaye aussi de collaborer avec d'autres structures pour justement faciliter le développement des artistes avec lesquels on travaille. Hmm. Voilà. Est-ce que quand tu vas voir les artistes, du coup, comment tu sais que tu veux travailler avec eux en tant que label? Généralement, il va y avoir plusieurs choses. Il va falloir que... en fait, ça dépend des époques. C'est-à-dire que ma réponse maintenant ne serait certainement pas la même qu'au début du label, etc. Mais du coup, je vais un peu regarder ce que l'artiste fait, me dire déjà si ça me parle beaucoup musicalement ou pas, et si je vois, comment dire, une trajectoire qui pourrait être prise, qui n'est pas celle du moment, Hmm. ou au contraire, la trajectoire est hyper nette et je me dis, waouh, il y a un truc à faire, sauf que le projet manque de moyens et de réflexion à long terme, quoi. Et il y avait aussi, je pense, un désir d'inverser la tendance qui est que, en tant que studio et technicien, je reçois des demandes et j'y réponds. Le label, ça m'a un peu permis d'inverser ça et d'aller vers des artistes en disant, moi j'adore ce que tu fais, ou j'ai envie de faire ce genre de choses, ou ça me donne des idées. Est-ce que ça te dirait qu'on fasse un truc, un projet ensemble? Voilà. Généralement, je m'engage pas directement sur un EP ou un album Ouais. parce que c'est très long. Il faut être sûr de son coup avec la personne, comment ça va se passer. Même parce que le processus de prod peut être super, de réalisation, mais une fois que le projet sort, ça peut être un peu difficile pour les artistes de maintenir le cap, de continuer de défendre sur scène. Il y en a qui peuvent passer à autre chose un peu vite, c'est-à-dire qu'ils se disent bon, c'est bon, c'est fait, maintenant il faut que je pense à mon deuxième album. Non, en fait, quand on a sorti le projet, on a fait que la moitié du chemin. Maintenant, il va falloir aller le présenter sur scène, trouver vos concerts, vos tournées. Le label c'est pas une boîte de booking, quoi. Donc il y a d'autres partenaires à aller chercher. Et du coup, il y a tout ce travail-là à faire. Et généralement, ce que je fais, c'est que je travaille d'abord sur un single et je regarde comment ça se passe déjà en studio, et une fois que le projet est sorti, et où ça Ok. va, quoi. Mais du coup, ça veut dire que toi, tu vas pas faire le booking, etc. Mais est-ce que c'est toi qui vas conseiller des gens qui le font à l'artiste, ou c'est à lui vraiment d'aller les chercher tout seul? Non, enfin un peu des deux, mais Hmm. j'ai aucune prétention de leur dire ouais, je vais te trouver un booker, je vais te... Ouais, ouais. Pas Non, du tout. c'est pas ton rôle non plus, du C'est coup. pas mon rôle. J'ai pas du tout cet entourage-là autour de Ouais. moi. Donc non, c'est vraiment une proposition de coproduction sur un disque. Par contre, tout le côté live, ils sont autonomes là-dessus, et c'est leur Ok. travail d'aller chercher tout ça. Mais par contre, par exemple, les artistes avec lesquels je travaille, dès que je vois des tremplins ou des dispositifs d'accompagnement des choses, je leur envoie. Je leur dis, on pourrait s'inscrire là-dessus. Je pense que le projet il répond à tel ou tel type de tremplin ou de Ok. projet. Donc j'essaie d'être très actif, d'accompagner là-dessus. Euh, Même, ça m'est arrivé d'essayer de choper des dates Ouais. pour des groupes parce que j'ai rencontré telle personne qui gère telle salle de concert ou qui programme ici ou là. Et si je vois qu'une opportunité est possible, je le Oui. fais de suite. Mais, mais par contre, c'est juste, ça peut pas du tout pallier au fait que le groupe doit en effet, Ok. lui, avoir un accompagnement sur le booking de son côté, quoi. Donc tout ce qui est promotion, c'est l'artiste qui va le faire aussi. Promotion, donc si tu entends le côté sortie du disque, Ouais. non, ça c'est vraiment le côté du label, c'est-à-dire on fait le disque, on le réalise, on l'enregistre, on le mixe, on le masterise, on le sort et on va faire les flyers, les affiches, Ok. Donc c'est toi qui vas contacter les médias. ouais, les médias, les communiqués de presse, on envoie tout, et après les médias font leur travail de presse s'ils trouvent le Ouais. projet, si le projet colle à leur ligne éditoriale,
ou même à leurs envies musicales. Enfin, il peut y Ouais. avoir plein de Ok. paramètres. Est-ce que du coup, tu penses que dans ton métier, il faut savoir absolument tout faire? Non, enfin, je veux dire, je pense que ça dépend de la façon dont on veut le faire, quoi. Comme je Ok. disais, c'est comme quand tu me demandais pour la musique, est-ce qu'il faut absolument Savoir jouer des savoir instruments? jouer d'un instrument pour faire ça? Non. Si on veut le faire de la façon dont je suis en train de le faire, oui, mais rien ne dit que c'est cette façon-là. C'est comme ça que moi, je suis à l'aise de faire les choses, Ouais. quoi. Ok. Et après, vraiment, c'est juste, moi, je me suis dit, j'allais faire ça et le côté développement d'artiste et tout, parce que c'est ça que j'avais envie de voir, quoi. Mhm. Ouais. C'est les artistes vers lesquels je vais, c'est ce genre de musique que j'ai envie de voir sur scène, que j'ai envie de voir se développer, sur laquelle moi j'ai envie de travailler. Et du coup, si je veux que ce soit le cas et que je veux opérer en tant que label là-dessus, il faut que j'aille chercher les médias, les pros, etc. Du coup, je le fais. Est-ce que tu peux nous décrire le genre de musique que tu aimerais voir justement, sur le label? Sur le label, il y a un côté, il y a plusieurs choses. Il y a des influences très rock, garage, qui viennent qui sont vraiment des rêves d'adolescent, mes Mhm. premiers goûts musicaux qui étaient orientés vers ça. Il y a un côté pop et chanson, donc avec Faust par Ouais. exemple. Quand je parle de rock garage ou de post-punk, je pense à Novo Skelter, c'est des musiques c'est très cathartiques pour moi. Genre, c'est vraiment, ça cristallise des grosses émotions et c'est hyper, tu sais, ça peut être de la violence, de l'amour, des trucs, et des espèces d'exutoires, tu sais, Ouais. de sensations qui passent par la musique et qui sont chouettes. Et, euh, et après, il y a plus des projets électroniques. Mhm. J'ai fait avec Zelezna notamment un EP. Et ça, ça c'est plus l'ordre du rêve, de quelque chose d'aussi de mélanger la musique électronique avec les instruments acoustiques, puisqu'on avait fait intervenir un batteur qui s'appelle Damien Gouzou et une violoncelliste qui s'appelle Marion. Ok. D'accord. Donc, il n'y a pas une patte musicale forcément. Genre, par exemple, tu ne vas pas faire que du rock garage ou Non, que de en la tout pop, cas, du ça n'a jamais funk. été le cas. Je sais Mais pas. c'est ce qui a orienté le nom aussi, hein. Oui. Je t'avoue, du label Nuance Records, c'était justement parce que plus je travaillais sur des projets, moins c'était moins c'était d'une seule couleur. Ouais. Donc, ouais. Ok. Est-ce que tu as déjà pensé à produire ta propre musique? Ou pas du tout? Oh, waouh. Pff, penser, je sais même pas, non, si j'y ai pensé, je crois pas. Mhm. Mais non, les musiques que je fais, les compos que j'avais pu avoir, etc., sont plutôt, je pense, disséminées dans plein de petits autres projets, quoi. Ok. Ok. Mais T'as jamais eu envie de sortir quelque chose qui de toi avec toi? si, mais j'ai jamais. En tout cas, j'ai pas trouvé le bon moment, pas trouvé la musique que je veux vraiment faire moi. Enfin, tu vois, Mhm. c'est pas du tout la même position. En fait, je crois pas vouloir de cette position-là. Ok. Pourquoi? Je sais pas. Mais même pour les mêmes raisons que, par exemple, en faisant de la réal et de l'arrangement sur des projets, ça s'était posé la question que je monte sur scène notamment pour Faust Mhm. et en tant qu'instrumentiste. Mais en fait, c'était pas, je me sentais pas du tout à ma place en faisant ça. Ok. Je préférais vraiment être déjà au son, Mhm. mais aussi pouvoir être en résidence et vraiment regarder ce qui se passe sur scène, écouter et plus être dans cette direction musicale-là que de me sentir derrière un instrument. Et puis, je pense aussi, comme je disais tout à l'heure, hein, vraiment sur le plan musical, euh, j'arrive beaucoup à travailler en studio, à enregistrer des choses, à travailler longtemps dessus, mais faire un filage de 45 minutes ou 1 heure et demie sur un instrument et vraiment avoir cette rigueur-là, je ne sais pas si je l'aurais. Ok. Et je ne sais pas si c'est ça. Enfin, en tout cas, c'est pas ça que je travaille. Donc, ça me paraît pas être quelque chose dont je sois capable maintenant. Ok. Ok. Et je me posais la question parce qu'on s'est
connu dans le cadre professionnel parce Oui, que c'est vrai, ouais. on travaille tous les deux dans une école supérieure. Est-ce que d'avoir enseigné, ça a changé ta façon dont t'accompagnais les artistes? Ou pas du tout? Mmh, alors, en tout cas, je l'ai pas observé. Ok, Moi, mon expérience donc on s'est connus, ouais, dans une école parce que je donnais des cours de son dans cette école-là. C'est pas moi, ça n'a pas été une expérience, très agréable, sans parler de l'établissement, vraiment juste de la position et tout. ok, Parce que n'ayant pas, moi, fait de parcours académique ou quoi, tu me demandais syndrome de l'imposteur, bah, là, pour le coup, j'étais vraiment en train de me dire: «Mais, qu'est-ce que je fais là?» ok. Je je vais être prof, j'ai fait 4 ans, je crois, 5 ans, je sais plus. Ah ouais, Ouais, quand ouais, même. et je me suis dit: «Mais pourquoi moi?» Et clairement, je l'ai fait, bah, en fait, à une époque, j'y trouvais, vraiment, un peu de plaisir, avec les élèves, avec le rapport et tout ça, mais c'était pas du tout le bon endroit pour moi. J'avais quelques élèves avec qui je m'entendais bien, il y a eu plusieurs expériences chouettes, mais il y en a eu d'autres qui m'ont pas du tout plu. Je pense que une des raisons, c'est que ça provenait du fait que l'établissement était privé et que le rapport avec les élèves était biaisé par ça, je Oui, trouvais. Hem, donc voilà, et après, il y avait, ouais, la position, enfin vraiment, j'ai passé beaucoup de temps justement, c'était peut-être une bonne chose, mais moi à me documenter, à apprendre beaucoup de choses sur le plan théorique ouais, pour, le donner aux élèves, qui étaient en face, quoi. ok. Donc Parce ça que, t'a apporté autre chose finalement. complètement, ouais, Ouais, parce que moi ma façon de faire était beaucoup plus empirique que ça. ok. Donc Et oui, l'enseigner de manière très carrée, ouais. c'était plus compliqué du coup, j'imagine. Oui, et puis c'était vraiment, même des fois je me demandais: «Attends, moi je sais, je fais ça pour telle raison, mais attends, avant d'en être à cette étape-là, il y a toute la théorie, et puis aussi, quelles autres applications de tel savoir-faire il y a?» Moi j'en fais ça, mais en fait, mon expérience me guide vers ça, mais j'ai aucune, idée de à l'école, par quel prisme on vous l'apprend, quoi. Et du Mhm. coup, j'ai dû un peu me plonger là-dedans, pour, Ok. présenter ça aux élèves à l'époque. Et si on te reproposait d'enseigner, mais dans un autre contexte, peut-être plus associatif ou dans quelque chose de Hem, public ou J'y ai comment? repensé, Ouais. je pense que si on je reprendrais pas du tout la position, d'ailleurs, ils nous appelaient pas, enseignants dans cette école-là, ce qui était Non, une bonne chose. intervenant. Voilà, on nous appelait les intervenants. Mais on avait vraiment une position d'enseignant dans le sens où il n'y avait aucun enseignant ou aucun chef d'équipe à qui se référer avec un programme ou quoi. On était vraiment, comme je trouve, comme un enseignant Mm. libre de faire ce qu'il veut. Il Ouais. avait juste des tâches finales, etc. Comme une évaluation. Mm. Et c'était en plus, moi qui devais donner une note sur cette évaluation. Enfin voilà. Donc j'ai repensé à ça. Et en effet, si on me proposait quelque chose dans un contexte où je devais proposer un atelier dans le cadre d'une formation plus générale et Mhm. qu'on me confiait un atelier, il y a des domaines dans lesquels je me sentirais d'accueillir des gens au même titre que j'accueille des stagiaires finalement. Oui. Mais par contre, être responsable d'un programme de formation Mm. qui doit englober vraiment, c'était tout. C'était la prise de son en tournage, la prise de son en studio, la prise de son sur scène, la sonorisation, le mixage, le bruitage, les différentes techniques de bruitage aussi. Enfin, vraiment, on parlait de plein de choses, et il n'y a aucun autre référent. Et ça, c'était, à mon avis, bien trop vaste et loin de toutes mes expériences. Donc, si on me confiait un atelier en particulier, et d'ailleurs, je l'avais dit à cet établissement l'année avant de partir, je leur avais dit que j'avais fini de construire ce studio là où on est, en disant, bah, je crois que je pourrais proposer un atelier orienté sur de la prise de son, même de la capta à l'image, Mm. live. Je ne suis pas du tout en mesure de tenir une caméra. Par contre, leur montrer un découpage technique, leur dire comment c'est fait, où se positionnent les caméras, quelles seraient les contraintes avec les micros présents dans la pièce, c'est-à-dire les contraintes de mouvement, je veux Oui. dire, les contraintes aussi, par exemple, avec la lumière, il peut y avoir des choses liées à la fréquence, c'est-à-dire Mm. la caméra avec laquelle ils vont filmer.
peut avoir en gros une espèce d'interaction fréquentielle avec la lumière dans la pièce dans laquelle on est, des choses comme ça. Donc Ok. ça, c'est des expériences que j'ai eues en travaillant, et ça, j'aurais pu en parler. Et je l'avais proposé à l'établissement, qui m'avait dit que ça pourrait être intéressant, mais que ça sortait du cadre justement de ce qu'eux me demandaient de faire, qui était vraiment une formation de technique son, mais tout corps de métier confondu. Mais du coup, ouais, si on te le reproposait en forme d'atelier, tu serais chaud, quoi. Oui, si je pouvais par Mm. exemple l'orienter vers la prise de son ou du mix, définir un style de musique, enfin des choses comme ça. Ouais. Et tu pourrais le proposer, toi, de ton propre chef au studio Oui, mais c'est vrai qu'il n'y a rien qui m'en empêche. Mhm. Par contre, je me sens pas du tout. J'ai pas vocation à devenir centre de formation. Donc, j'ai pas. Et puis, on disait, tu vois, c'est une école privée. Il y avait Mm. un rapport avec les élèves que je trouvais pas hyper sain des fois là-dessus. Enfin, un forme de rapport de client. Ouais. Et si moi, finissais par proposer ça au studio, je pense que je serais en train de recréer le même rapport Mm. de client, formateur. Et c'est pas du tout ça. Mais du coup, est-ce que toi, ça te dirait pas de proposer des sortes de stages comme ça Oui, mais enfin, non, parce que j'aurais l'impression, par exemple, le truc du DJing, nous, Mm. on propose cet atelier-là. En gros, on a un espace ici dans lequel il y a une web radio qui travaille. Ils Mm. ont du matériel, et on est conscient qu'il y a quand même du temps où ce matériel est Ouais. disponible. Et on s'est dit, il y a plein de gens qui viennent nous voir, qui nous disent ah mais j'adorerais mixer, mais je sais pas le faire et tout ça. Et on s'est dit, bah nous, on peut encadrer ça, Mm. et par contre proposer quelqu'un qui sera lui compétent sur l'animation de cet atelier-là. Et du coup, si moi je le faisais pour le studio, j'aurais l'impression d'occuper un peu les deux. C'est-à-dire, et à la fois d'être la structure qui propose la formation, Mm. et d'être le formateur. Et ça, ça Ok. me paraîtrait un peu biaisé comme Oui, d'accord. approche, tu vois. Ouais, ouais, je Je vois. pense qu'il faut que ce soit cadré et clair pour tout le monde. Ok, donc oui, engager potentiellement quelqu'un pour le faire. Voilà. Ok, d'accord. D'accord. Ok. Qu'il y ait une structure qui, elle, se dise, moi j'ai envie de faire des formations, ok, parlons-en, je peux peut-être intervenir à un endroit, Ouais. mais je peux pas être le responsable d'une formation. Oui, ok. Donc c'est là où tu parlais, comme à l'école supérieure, que ça pourrait créer un. Ouais. Ok, d'accord. Est-ce que quand tu prépares le live, est-ce que tu es en contact avec les techniciens lumière ou tout ça pour préparer, pour que par exemple, quand il y a tel son ou tel truc, ça va être plus fort en même temps que les lumières, plus saccadé, plus je sais pas Non, ce que tu pourrais faire. non, pas avant. Quand on arrive, ça m'est déjà arrivé quand on arrive de dire, bon, à tel moment, il faudrait un noir. À tel moment, il faudrait un stroboscope, et soit on lui donne ce qu'on appelle une conduite, c'est-à-dire une feuille avec les morceaux et les ambiances lumineuses de chaque morceau, et s'il y a un truc spécifique, soit j'interagis, s'il est à côté, des fois on est à côté, lumière et son, et du coup je lui dis maintenant il va se passer ça, il faut faire ci ou ça. Mais non, c'est très rare, c'est pas du Ok. tout ma mission. Ok, d'accord. C'est vraiment si le groupe me dit franchement, si ça on le fait pas, le show va vraiment perdre dans Hmm. son intention. Bon oui, je communique avec la personne à la lumière, Ok. mais on est vraiment sur des pôles différents. Ouais. Est-ce que tu te considères comme artisan, artiste ou technicien ou tout en même temps ou aucun des trois ou autre chose? Des fois, le côté artisan, je le dis un petit peu pour le côté label, c'est-à-dire que moi, je vois plus, la plupart des labels vont être distributeurs de musique, mais la musique a déjà été faite, produite et réalisée. Je me sens un peu plus artisan dans le côté, en fait, je vais vraiment travailler le truc, et trouver comment, enfin voilà, sur le plan musical, artistique, image, et comment vendre ça. Du coup, ça fait un peu en effet artisan boulanger, tu vois, qui va Ouais. être du choix de sa farine à la façon dont il va pétrir la pâte, le choix des matériaux, du four, du machin, donc, et à quoi va ressembler la devanture de sa boulangerie, Ouais. quels seront ses prix. Mhm. Donc il y a un petit peu de ça. Le rapprochement est hyper bizarre, mais il y a un peu de ça, ouais. Technicien, enfin oui, technicien, en tout cas c'est des postes que j'occupe, Mhm. mais je pense que juste le fait que je sois autodidacte et que je sois rentré là-dedans sans parcours scolaire me donne un peu moins envie d'utiliser ces mots-là, quoi. Tu utiliserais quoi alors? Plutôt le côté artisan.
Ok, Mais, juste artisan. Ok, ouais, très bien. technicien, ça me va. Ingé son, non, je le dis pas ça. Ok, très bien. Est-ce que tu as vu quelque chose qui t'a inspiré ces derniers temps et que tu aimerais partager? Bonne question, tiens. De quoi j'aurais pu vouloir parler que j'ai écouté récemment ou vu, tu me dis? Ouais, enfin n'importe quoi, qui t'a inspiré. Bah, j'en ai reparlé il y a pas longtemps. Je l'ai pas vu il y a pas longtemps, mais j'en ai parlé avec un groupe de musique avec qui je suis allé en concert il y a pas longtemps. Et c'était un truc qui m'avait pas mal inspiré. Il y a un documentaire qui s'appelle, je crois, Rockfield Studios ou quelque chose comme ça, Mhm. qui parle de la création d'un studio, il me semble. Alors, tout ça, ça va être plein de il me semble. C'était en Écosse. En fait, c'est un documentaire que j'ai vu il y a quelques années, juste avant que j'entame les travaux ici, Ok, et qui m'avait beaucoup inspiré sur... J'étais déjà parti pour le faire, j'avais déjà le local, enfin, tout était en route, mais qui m'avait beaucoup motivé et qui est en gros un corps de ferme en Écosse. Donc c'était deux fils d'agriculteurs qui ont monté en fait un studio dans cette ferme et qui ont toujours gardé un métier lié au bovin. ok. Et donc il y a toujours eu des vaches, tout ça, mais ils ont juste transformé une partie des étables dans ce qu'on appelle des chamber rooms, donc c'est des pièces avec des formes un peu particulières dans des matériaux qui vont résonner d'une façon particulière pour en faire des réverbes naturels. Et donc ils ont créé plein de petites pièces comme ça, des cabines de prise, une régie, et ils ont fait ça vraiment avec 3 bouts de ficelle, et il y avait un espèce de truc de... Bah c'est possible quoi, Mhm. faut le tester, faut le faire, et c'était pas une question de moyens. Ils ont fait ça Mhm. avec peu d'argent. Bon, il faut avoir en effet une ferme, mais c'était à cette époque où ils l'ont fait, c'était pas du tout des gens fortunés, et ils avaient aucun patrimoine particulier. Ils vivaient dans un endroit où il y avait ça, ils se sont dit, nous on voudrait faire ça. Et c'est devenu un studio résidentiel mythique Ok, où des artistes légendaires ont pu aller. Je pense à Black Sabbath, Coldplay, des trucs. ah ouais, d'accord, ok. Et ça existe toujours. Ok, Je sais pas exactement quelle forme ça a maintenant et tout ça. Mais du coup, c'est un documentaire qui m'avait vachement plu. mhm. Donc, il est pas vraiment récent, Ouais. mais quand il est ressorti il y a quelques années, c'était sur Arte, je crois, que je l'avais vu. C'était assez parlant. Donc, Est-ce que tu peux redire le nom? je crois que c'est Rockfield Studios. Ok, ok. Ben, merci beaucoup d'avoir Avec plaisir. accepté d'être là, Avec de plaisir. répondre à mes questions, ça me fait trop plaisir. Je remercie aussi Egrégor et Campus FM de nous diffuser. C'était Eh ben c'est bien.